titulaire de cette édition, Pascal Affi-N'Guessan, candidat à la présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire, a déposé une requête pour faire invalider la candidature du président Alassane Ouattara. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a demandé à la junte qui a pris le pouvoir au Mali de désigner un président civil de transition d'ici le 15 septembre prochain. Et puis les autorités sénégalaises ont fait ce lundi l'objet de vives critiques après des pluies exceptionnelles qui ont provoqué des inondations dévastatrices et fait au moins 4 morts selon les pompiers. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Au Cameroun, le président Paul Biya a fixé au 6 décembre prochain les premières élections régionales du pays. Il a pris cette décision malgré l'hostilité de l'opposition. Les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 6 décembre prochain à l'effet de procéder à l'élection des conseils régionaux. Ainsi en a décidé le président camerounais Paul Biya. Ce scrutin indirect dans les 10 régions camerounaises doit permettre la mise en place de conseils régionaux prévus dans la Constitution de 1996 pour promouvoir la décentralisation, mais jamais élus jusqu'aujourd'hui. Ces conseils dans les 2 régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest devraient aussi être dotés d'un statut spécial promis en octobre 2019 par le chef de l'État à l'issue d'un dialogue national pour tenter de mettre fin au combat entre séparatistes et forces de sécurité. Les grands électeurs devront élire 90 conseillers régionaux, dont 20 représentants des chefferies traditionnelles. Les conseils régionaux sont dotés de pouvoirs limités dans les domaines non régaliens comme l'équipement, l'aménagement du territoire, la culture. Et bien avant l'annonce de ce lundi, les 2 principaux partis de l'opposition avaient prévenu qu'ils boycotteraient les régionales, notamment tant que le conflit sanglant dans les 2 régions abritant l'essentiel de la minorité anglophone camerounaise ne serait pas réglé. Dans ces zones, des groupes armés anglophones réclamant l'indépendance combattent les forces de sécurité déployées massivement par le régime de Paul Biya, dominé par la majorité francophone. L'ONU, les ONG internationales et certains États occidentaux dénoncent régulièrement des crimes commis contre les civils par les 2 camps. En Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guessan a déposé une requête pour faire invalider la candidature du président Alassane Ouattara. Premier ministre sous Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan est lui aussi candidat à la présidentielle du 31 octobre prochain. Dans une requête qui date du 6 septembre dernier, Pascal Affi-N'Guessan et le Front populaire ivoirien fondé par Laurent Gbagbo ont demandé au Conseil constitutionnel de déclarer inéligible le président Alassane Ouattara et par conséquent de rejeter sa candidature pour la présidentielle du 31 octobre prochain. Alors que la Constitution limite à 2 les mandats présidentiels, l'annonce de la candidature du chef de l'État sortant pour un 3e mandat a provoqué des manifestations meurtrières au mois d'août dernier. Les partisans d'Alassane Ouattara affirment que le changement de constitution en 2016 a remis les compteurs à zéro, ce que conteste le FPI. Ancien ministre de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé a lui affirmé ce lundi à La Haye, où il est en liberté conditionnelle, qu'il faut reporter la présidentielle. Organiser le scrutin dans des circonstances pareilles serait conduire le pays droit dans le mur, a déclaré l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé. Il nous faut repousser le scrutin, mettre ce report à profit pour organiser des assises nationales qui permettraient de rechercher le consensus, a-t-il poursuivi. En ce qui concerne la commission électorale indépendante ivoirienne, elle a indiqué le 3 septembre dernier avoir reçu 44 dossiers de candidature, dont ceux de Laurent Gbagbo, toujours en Belgique, et de l'ex-chef rebelle et ancien Premier ministre Guillaume Soro, qui réside en France. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a demandé à la junte qui a pris le pouvoir au Mali de désigner un président civil de transition d'ici le 15 septembre prochain. C'est ce que l'on peut retenir du communiqué final du sommet de la CEDEAO à Niamey. Les pays voisins du Mali ont donné ce lundi 8 jours à la junte qui dirige désormais le pays pour désigner ceux qui conduiront la transition promise par les militaires vers un retour des civils au pouvoir. La transition devra être dirigée par un président et un premier ministre civil
Pour une période de 12 mois, ont dit les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO réunie en sommet à Niamey. S'agissant de la situation au Mali, la conférence réaffirme sa détermination à assurer un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans ce pays, avec une transition politique dirigée par un président et un premier ministre civil pour une période de 12 mois. Le président de la transition et le premier ministre de la transition ou de civil devront être désignés au plus tard le 15 septembre 2020. La conférence maintient les décisions prises lors de son sommet extraordinaire tenu le 28 août 2020 et prend note des consultations en cours entre les acteurs maliens initiées par le Conseil national du salut du peuple. Les chefs d'État ont maintenu les décisions déjà prises depuis le coup d'État du 18 août dernier, à commencer par les sanctions comme la fermeture des frontières des pays de la CEDEAO avec le Mali et l'embargo sur les échanges commerciaux et financiers. 8 chefs d'État, dont les présidents sénégalais Macky Sall et ivoirien Alassane Ouattara, mais aussi Bissau-Guinée Umaro Sissoko Embalo, étaient présents au sommet. Et comme prévu, le sommet a élu le Ghanéen Nana Akufo-Addo pour succéder à Mahamadou Issoufou à la présidence de la CEDEAO pour un mandat d'1 an. Ce journal se poursuit en Centrafrique. Les évêques ont vivement dénoncé la mainmise des groupes armés qui ravagent le pays dans une lettre publiée ce dimanche, alors qu'approchent les élections prévues en décembre. La signature d'un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés en février 2019 n'a pas permis de ramener la sécurité dans une grande partie du territoire. La Centrafrique est toujours en proie aux exactions des milices depuis qu'une coalition de groupes armés a renversé le régime du président François Bozizé en 2013. La signature d'un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés en février 2019 n'a pas permis de ramener la sécurité dans une grande partie du territoire. Les seigneurs de guerre tirent profit de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, écrivent les auteurs de la lettre. Ces leaders rebelles jouissent de tous les privilèges, en particulier la pleine liberté de mouvement et l'impunité malgré la poursuite discontinue des exactions sur le terrain. L'accès aux autorités leur est garanti. Ils se plaisent dans le business de la guerre, érigé en modèle économique du sang humain, fustigent les évêques centrafricains. Les auteurs critiquent également le gouvernement. L'État, selon eux, n'est plus totalement en mesure de bâtir des politiques publiques profitables à la population. Toutefois, les évêques évoquent des signes d'espérance à 4 mois de la présidentielle. La reconstruction de l'armée nationale, avec le soutien de l'Union européenne et de la Russie, ainsi que le redéploiement de l'autorité de l'État dans plusieurs provinces du pays. Les autorités sénégalaises ont fait ce lundi l'objet de vives critiques après des pluies exceptionnelles qui ont provoqué des inondations dévastatrices et fait au moins 4 morts selon les policiers. Les pompiers, mais les autorités se sont défendues en évoquant notamment le caractère exceptionnel de ces pluies. À Keur Massar, un quartier en périphérie de Dakar particulièrement touché par les inondations, les habitants dénoncent le manque de canalisation et de conduits d'évacuation. Ceci malgré les promesses répétées des autorités sénégalaises ces dernières années. Après ces inondations dévastatrices, les sinistrés ont critiqué le gouvernement. Les maisons sont inondées. Voilà, il y a des familles qui ont quitté leur maison pour aller se réfugier dans les écoles. Donc vraiment, c'est une situation très difficile que nous vivons actuellement. Ici, c'est la HLM. On a payé, chaque famille a payé pour son assainissement. Mais malheureusement, on n'a pas de canalisation. Depuis 2012, l'État est là, il vient, il nous promet. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore de canalisation. C'est pourquoi vous voyez l'eau ne peut pas sortir. On a fait des manifestations, on a tout fait pour que l'État nous entende, pour qu'il nous vienne nous aider, pour nous faire des canalisations. Vraiment, c'est dur. Chaque année, l'eau monte. Chaque année, l'eau progresse. Ça fait presque 2 ans qu'on vit la même situation. C'est difficile. Les pluies tombées à partir de vendredi ont fait 4 morts et 7 blessés à la suite d'effondrements de maisons et de murs selon les pompiers. J'exprime ma solidarité à tous ceux qui ont eu des sinistres durant les abondantes pluies du week-end. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de déclencher un plan hors sec, a écrit sur Twitter le président Macky Sall.
Ce plan d'urgence permet de mobiliser des moyens financiers et matériels accrus en situation de sinistre. Pour finir cette édition, l'Inde est depuis ce lundi le deuxième pays au monde ayant enregistré le plus de malades de coronavirus. Il devance ainsi le Brésil selon des chiffres compilés par l'agence France-Presse à partir de données officielles. Avec ses 4,2 millions de cas selon les données du ministère indien de la Santé, le pays se positionne après les États-Unis qui comptabilisent 6,25 millions d'infections et devant le Brésil avec 4,12 millions de malades du coronavirus. Deuxième pays le plus peuplé de la planète avec 1,3 milliard d'habitants, l'Inde est durement frappée par la pandémie qui a fait plus de 880 000 morts dans le monde depuis fin décembre selon un comptage établi par l'AFP à partir de données officielles. L'Inde comptabilise 111 642 morts, derrière les États-Unis 188 540 et le Brésil 126 203 parmi les 3 pays les plus endeuillés au monde par le virus. Les chiffres réels devraient être plus élevés, estiment des experts qui informent que les tests sont insuffisants et que des décès ne sont pas enregistrés. Cette hausse des cas n'a pas empêché la réouverture avec de strictes précautions sanitaires du métro à l'arrêt depuis presque 6 mois dans les grandes villes, notamment la capitale New Delhi. Depuis août, l'Inde bat quotidiennement des records mondiaux de hausse des cas et a passé samedi la barre des 4 millions, 13 jours à peine après celle de 3 millions. Plus de 10 millions de personnes en moyenne sont actuellement testées par jour. Un nombre qui risque d'augmenter après la recommandation vendredi des scientifiques qui conseillent le gouvernement d'autoriser le test sur simple lettre d'un médecin. Dans de nombreux pays où l'épidémie semblait marquer une pause, depuis la fin du printemps, le nombre de nouvelles contaminations connaît une hausse alarmante, en particulier en Europe où les habitants reprennent le chemin de l'école, de l'université ou du travail après les vacances d'été. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.